Salut tout le monde, hello world, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui nous allons entamer et commencer le deuxième chapitre du roman autobiographique La boîte à merveilles. Comme vous avez remarqué, dans d'autres vidéos j'ai fait des lectures linéaires et d'autres qui sont méthodiques. N'oubliez pas de me faire part de votre point de vue dans un commentaire, d'accord? Qu'est-ce que vous préférez le plus? Est-ce des lectures méthodiques ou bien des lectures linéaires? D'accord, dans cette vidéo, je vais procéder par une lecture méthodique du deuxième chapitre. Je dois d'abord situer le passage. Ce passage se situe après la dispute de Laila Zoubida, la mère du narrateur, avec Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui est une voisine à elle, bien sûr. Donc ça, c'est l'événement par lequel se termine le premier chapitre. Je peux situer le deuxième chapitre en citant ce dernier événement par lequel se termine le premier chapitre, soit en rappelant l'événement par lequel commence le deuxième chapitre. Donc je vais dire, ce passage se situe après le retour du petit enfant Sidi Mohamed du Msid. C'est un mardi, d'accord? Ça, c'est le cadre spatio-temporel. Donc, ça, c'est le temps et ça, c'est le lieu, d'accord? C'est le cadre donc spatio-temporel. Le retour du petit enfant Sidi Mohamed du Msid. C'est un mardi à la maison. Il a trouvé sa maman malade. Elle souffrait d'une migraine. Son amie Lalla Aïcha est venue lui rendre visite. D'accord. Donc, comme vous avez remarqué, on peut situer le deuxième chapitre de deux façons. Le premier axe que l'on peut déduire de ce chapitre, c'est le mardi au Msid, une journée pénible pour le narrateur. Le narrateur redoute le mardi, car il doit réciter les chapitres du Coran appris depuis l'entrée à l'école coranique afin d'éviter la torture physique provoquée par le fqih et sa baguette de cognacier. C'est un enfant de 6 ans qui a peur du fqih et pour cela, il doit apprendre tous les mardis, il doit apprendre et réciter les chapitres de Coran qu'il a appris depuis son entrée à l'école, lui ainsi que tous ses camarades, d'accord? Le narrateur qualifie le jour du mardi de couleur de cendre. Le fait d'y penser le martyrise et toutes les nuits qui précèdent, c'est-à-dire ce mardi-là, sont pour lui un vrai cauchemar parce qu'il craint l'arrivée de ce mardi-là. Il n'aime pas le mardi parce que pour lui, c'est un jour de couleur cendre, c'est un jour gris, c'est un jour triste parce que il souffre, il a peur de la torture du fqih. Suite à la dispute de la veille, le narrateur a passé une nuit cauchemardesque. Donc sa maman s'est disputée avec sa voisine. Le petit enfant a assisté à cette dispute-là et pendant la nuit, il a fait des cauchemars et il a passé une nuit pénible ou bien dure. Voilà un extrait, un petit paragraphe ou bien des phrases qui sont situées qui sont extraites bien sûr du roman. Des femmes échevelées, menacées de me crever les yeux, m'envoyaient au visage des pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais. Ça, c'est le passé simple. Donc, l'état d'âme du narrateur est vraiment torturé. C'est un enfant de 6 ans qui craint beaucoup et qui a vraiment peur. Et lorsqu'il a assisté à ces disputes-là, il était torturé et il était martyrisé. Donc, le champ lexical dominant, c'est celui de la peur. On trouve par exemple le mot cauchemar, l'expression je criais, je connaissais la souffrance, j'appréhendais dès le soir, dès le soir consacré aux révisions, mon petit corps
trembler, etc. Le deuxième axe que l'on peut trouver, c'est la visite de Lalla Aïcha, une femme superstitieuse. Lalla Aïcha est une ancienne voisine de Lalla Zobida et c'est son amie intime. Elle est venue lui rendre visite et remarqua la pâleur du visage de Sidi Mohammed. Bien sûr, cette pâleur-là est causée par les cauchemars qu'il a fait pendant la nuit. C'est-à-dire, il n'a pas bien dormi. Il a passé une nuit cauchemardesque. D'accord? Et c'est pour cela qu'il a eu une certaine pâleur sur son visage pendant le mardi. Alors que la maman expliquait et attribuait cette pâleur-là au mauvais œil. On conçoit que la maman et son amie Lalla Aïcha, qui va lui proposer d'aller à Sidi Ali Bougaleb pour obtenir sa guérison, sont des femmes superstitieuses parce qu'ils croient à la superstition. Au lieu de partir, par exemple, chez un médecin ou bien de prendre des médicaments, ou bien de chercher la vraie cause pourquoi son enfant était pâle, et elle avait la migraine, bien sûr, c'est dû à la dispute qu'elle a passée ou bien qu'elle a eue avec sa voisine. Mais au lieu de chercher les causes qui sont raisonnables, ils vont partir pour aller voir Sidi Ali Bougaleb. Ces deux femmes ont donc une croyance superstitieuse. Puis le narrateur dresse un portrait caricatural à cette femme qu'il déteste. D'accord? C'est une femme plus large que haute. C'est une femme avec une tête qui reposait directement sur le tronc. C'est une femme avec des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond inspirait un certain dégoût. Dans ce chapitre donc, Ahmed Sfraoui dénonce et critique. Dénoncer, ça veut dire, c'est la même chose que critiquer. Il dénonce et critique la société et la mentalité marocaine qui croyait aux superstitions, au maraboutisme et à la voyance. Comme on a dit, Lalla Aïcha, qui a rendu visite à son amie Lalla Zobida, lui proposa de partir à un marabout, d'accord? Et comme ça, elle va guérir elle ainsi que son enfant, au lieu de partir chez un médecin. En fait, l'enfant avait le visage pâle, comme on a dit, à cause de la dispute de la veille, suite à laquelle le narrateur a fait une nuit cauchemardesque. Et c'est un enfant fragile qui craignait le jour de mardi, qui était pour lui des mardis ou bien des jours de couleur de cendre. Il y a une autre remarque dans cet extrait ou bien dans ce chapitre. L'auteur a utilisé des mots en arabe dans le texte, comme le mot msid, le mot frais, djlaba, mansouria, hayik, sherifa, lalla, etc. Ça, c'est pour ancrer les événements et les faits qui sont cités dans le chapitre dans un texte typiquement marocain et pour donner un effet du réel. D'accord? Il aurait pu chercher d'autres mots en français pour les utiliser, mais lui, il a insisté, il a utilisé des mots en arabe. C'est pour, comme on a dit, ancrer le récit dans un texte typiquement marocain, pour lui assurer son timbre marocain. On s'arrête là dans cette vidéo-là et à la prochaine. Nous allons poursuivre l'analyse du même chapitre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like et n'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine.